Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce Sens Public. Vous le savez, la promesse est contenue dans le titre de notre émission, donner du sens à l'actualité, vous proposer des clés de compréhension des mutations de notre société. Et voici le sommaire de ce 28 mars. Gabriel Attal veut durcir les règles de l'assurance chômage pour faire des économies et favoriser le retour à l'emploi. Le Premier ministre donne jusqu'à l'été aux partenaires sociaux pour avancer et promet une réforme à l'automne. Mais faut-il toucher à un régime aujourd'hui? Est-ce une stigmatisation des plus précaires? Beaucoup de questions, vous le voyez, à poser à nos experts dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, je vous emmène dans les coulisses du Parlement européen. Reportage dans les pas de deux eurodéputés français, prise de conscience du poids des textes votés à Strasbourg et à Bruxelles dans notre vie quotidienne et découverte de cette science du compromis si éloignée de notre culture parlementaire. C'est aussi une école de tolérance, d'une certaine façon, de compromis. En France, c'est un mot qui a mauvaise presse. Compromis égale renoncement à ses convictions, compromission et tout ça. C'est pas du tout le cas ici. On est dans des dynamiques de compromis avec une vraie interaction avec d'autres cultures. Ça, c'est quand même quelque chose qui est très spécifique au Parlement européen par définition. On fera aussi le match des têtes de liste de Valérie Ayé à Jordan Bardella. Qui bosse ou qui glande à Strasbourg? Réponse dans 45 minutes. Mais d'abord, les pistes de réforme données par Gabriel Attal hier soir et les réactions politiques avec Fabien Recker. Gabriel Attal est sorti du bois. Le gouvernement veut une réforme de l'assurance chômage d'ici l'automne. Et parmi les pistes envisagées, celle de baisser la durée d'indemnisation des chômeurs. Aujourd'hui, vous pouvez être indemnisé au chômage jusqu'à 18 mois. C'est plus que dans beaucoup de pays. J'entends aussi beaucoup de Français qui me disent, de chefs d'entreprise, de patrons de PME, d'artisans, de commerçants qui n'arrivent pas à recruter, qui me disent c'est pas suffisamment incitatif. Donc une des pistes, c'est de réduire cette durée d'indemnisation de plusieurs mois. Je ne pense pas qu'il faille que ça aille en dessous de 12 mois. Ramener les chômeurs vers l'emploi le plus vite possible et lutter contre le chômage de longue durée, c'est le mantra du gouvernement qui promet aussi des efforts sur la formation et l'accompagnement. Plus vous restez longtemps au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un boulot. Donc le sujet, c'est vraiment chômage, formation, retour vers l'emploi dans les délais les plus courts possibles. Ce matin, les syndicats accusent l'exécutif de vouloir faire des économies sur le dos des chômeurs. Quand on baisse les droits des privés d'emploi, quand on raccourcit la durée d'indemnisation, on fait quoi? On empêche aux privés d'emploi de construire un projet professionnel sérieux et de retrouver un emploi de qualité. Et donc, on enferme le pays dans des mini-jobs et on appauvrit l'ensemble du pays. Autre levier possible de la réforme, durcir les conditions d'accès au chômage ou encore accélérer la dégressivité des allocations. Aux partenaires sociaux de négocier désormais les contours d'une réforme politiquement inflammable. Déficit public, faut-il faire payer les chômeurs? C'est le thème de notre débat avec Bertrand Martineau. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes économiste, expert associé à l'Institut Montaigne, spécialiste du travail et des questions sociales. Et vous avez été le conseiller social de Nicolas Sarkozy. Anne-Charline Bézina, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes maître de conférences en droit public et constitutionnaliste. J'accueille Bruno Coquet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, économiste, spécialiste des politiques du marché du travail. Et Tam Tranui, bonsoir Tam. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste politique. Peut-être une question un peu générale pour démarrer. Bertrand Martineau, réaction au principe de cette réforme annoncée, voulue par Gabriel Attal. Je vais citer le socialiste Olivier Faure qui parle de cynisme tranquille. Attal, le cynisme tranquille. Qu'en pensez-vous? Bon, je ne vais pas commenter ce genre de choses. Simplement, le Premier ministre a clairement mis en évidence l'évidence, c'est-à-dire qu'il y a trois leviers principaux pour simplifier sur l'assurance chômage, les conditions d'éligibilité, le niveau des indemnisations et puis la durée. Bon, la durée, elle est plus favorable qu'effectivement dans tous les pays européens. Elle pose effectivement problème, donc on peut en débattre. La vérité aussi, c'est qu'on n'en débattrait pas s'il n'y avait pas cette question des finances publiques. Et la question est de savoir si on s'acharne un petit peu sur l'assurance chômage ou qu'on essaie d'avoir un grand angle, qu'on parle aussi des retraites. Ouais. Bah oui, parce qu'on n'a pas réglé le problème. De niveau des retraites également. La question, on pourrait peut-être parler aussi des remboursements de l'assurance maladie. On peut faire des économies sur l'État. Enfin, il faut la politique du logement qui est d'une efficacité qui est peut-être contestable. Voilà, donc si on veut des dizaines de milliards d'euros d'économies, et c'est vers ça qu'on va, puisqu'on va vers une sorte d'hiver budgétaire, je comprends aussi que les Français ne veulent pas des hausses d'impôts. Donc il ne faut pas toucher au modèle social, il ne faut pas des hausses d'impôts, mais il ne faut pas non plus laisser l'État aller en faillite. Donc il n'y a pas... va falloir... L'équation est compliquée, voilà, on le comprend bien. Il va y avoir des coups politiques de toute façon, et quelle que soit d'ailleurs, quelle que soit la couleur politique. Ouais.
Et on va détailler évidemment à la fois les hypothèses et puis les réactions à ce durcissement annoncé, on verra bien, des règles de l'assurance chômage. Peut-être sur la forme, un mot de la prestation du Premier ministre hier soir, Anne-Charlène Bézina. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant, tout simplement ? C'est difficile de ne pas le trouver convaincant. Il y a un style, en effet. Alors, on en a plusieurs fois parlé sur ce plateau de l'atalisme, mais on a envie de considérer qu'en tout cas son vœu d'efficacité est sincère, étant donné que c'est vrai que c'est quelque chose qui fait vraiment partie de son discours depuis le premier jour. On a un peu le sentiment que la politique est de toute façon toujours un peu théâtrale et qu'il a été casté par rapport à ça. On sait que c'est pour ça d'ailleurs que son efficacité au ministère de l'Éducation a fait qu'il a été sûrement plébiscité pour ce rôle de Premier ministre. Mais voilà, sur ce tournant libéral, il est sûrement la personne qui incarne le mieux cette idée que l'État ne peut plus pardonner. On a beaucoup dans son discours d'ailleurs des on sera ferme. Voilà, il y a cette idée d'être un petit peu courageux et voilà, on va dire qu'il l'incarne bien parce qu'il y a cette idée en tout cas d'aller au-devant des défis de l'État et voilà, aujourd'hui face à ce déficit grandissant, on note quand même qu'il prend lui aussi un peu la place de ses ministres. C'est une vieille ancienne sous la Ve République, mais il y a cette idée qu'on parle d'économie et pourtant c'est le Premier ministre qui est ici, c'est pas le ministre de l'économie parce qu'il y a eu aussi pas mal de cafouillage dans la communication gouvernementale ces derniers temps. Donc il reprend ce rôle de lead et il l'assume. Voilà. Ce qu'on ne pourra pas lui reprocher en tout cas, c'est de ne pas avoir associé son mandat à ce mot d'ordre de l'efficacité. Il va le faire d'autant plus qu'il va répondre à toutes les questions au gouvernement à l'Assemblée. Donc il prend vraiment le lead. C'est une innovation constitutionnelle. Oui. Le régime est excédentaire, il n'y a aucune nécessité à le réformer. C'est une escroquerie qui n'a qu'un seul but, faire les poches des Français. C'est Marine Le Pen qui parle d'escroquerie. Régime excédentaire, aucune nécessité à le réformer. Est-ce que c'est aussi votre avis, Bruno Coquet ? Alors sur excédentaire, les cotisations sont supérieures aux prestations depuis 1997. Chaque année, en moyenne de 2 milliards d'euros par an. Donc le régime d'assurance chômage, on paye trop pour le service qu'on a. Après, il est déficitaire, l'UNEDIC, qui n'est pas le régime d'assurance chômage, mais un peu plus, est déficitaire parce que l'État a mis à sa charge tout un tas de factures. Alors d'abord des versements volontaires, on appelait ça dans les années 2000, des promesses non tenues sur des remboursements d'emprunts qu'avait fait l'UNEDIC dans les années 90, puis Pôle emploi. Aujourd'hui, Pôle emploi, c'est près de 4,5 milliards d'euros par an, ça va devenir près de 5,5 milliards d'euros par an pour France Travail. Donc l'État ponctionne, quoi, si je comprends. Il met des factures à la charge, l'activité partielle pendant la crise sanitaire, 30 milliards, qui n'a rien à voir là-dedans. Donc du coup, il y a deux lectures. Le régime d'assurance chômage, on paye trop par rapport aux services qu'on a, et par ailleurs, l'État a mis à la charge du régime d'assurance chômage tout un tas de factures qui relèvent des finances publiques et qui plombent le régime et donnent le prétexte à le réformer, puisque pendant des années, c'était qu'il était déficitaire. Aujourd'hui, le prétexte, c'est qu'il est excédentaire. Et donc, du coup, on peut prélever un impôt sur les profits démesurés. Mais oui, puisque le prélèvement annoncé à l'automne dans le document de cadrage de la négociation pour les partenaires sociaux, c'est 12 milliards sur 3 ans. 12 milliards sur 3 ans, c'est 50% de l'excédent sur ces années. Donc ça, c'est ce qui est annoncé pour les 3 prochaines années. Oui, c'est un impôt sur les super-profits de 50%, ça s'appelle. Oui, sauf que c'est les super-profits de l'UNEDIC, si j'ai bien compris. D'accord. Non, parce que c'est amusant que vous employiez cette formulation. Alors, je sais bien que vous faites exprès. Il y a 2 arguments pour justifier cette réforme. Je reprends les arguments du gouvernement. Le déficit public et puis l'ambition de plein emploi. On reparlera de l'efficacité ou non sur la question du plein emploi. Mais sur la réduction des déficits, vous avez un petit peu répondu, Bertrand Martineau, mais cet éventuel durcissement des règles de l'assurance chômage, ça rapporterait combien ? Ça dépend exactement ce qu'on fait. Je sais, on n'a pas encore exactement le cadre. Pour aller tout à fait dans le sens de Bruno Coquet, le problème n'est pas fondamentalement l'équilibre de l'UNEDIC. De même d'ailleurs au passage, on pourrait faire à peu près le même raisonnement, pas tout à fait pareil, mais enfin les retraites n'étaient pas... on avait de bonnes raisons avec des hypothèses économiques raisonnables. À l'horizon 2030, ensuite, on ne sait pas, à l'horizon 2030, le régime était à peu près à l'équilibre. Mais c'est pour des raisons globales de finances publiques qu'on veut faire des économies, pas pour les caisses en particulier.
bien compris. Mais donc là, on dit 10 milliards aujourd'hui, il va en falloir 20, etc. Combien ça peut rapporter? Ça dépend de ce qu'on fait, parce que je note quand même que Gabriel Attal a été assez prudent, puisqu'il renvoie à la négociation collective. Alors on sait très bien que de toute façon, jamais une organisation syndicale ne signera évidemment pour baisser les droits des chômeurs. Enfin, il y a un moment, quand même un minimum de sens professionnel. Bon, donc bien entendu, il n'y aura certainement pas d'accord là-dessus. Bon, donc il va prendre la main. Mais enfin, il a quand même été prudent sur le thème. Il laisse quand même la main dans un premier temps aux partenaires sociaux, et puis il n'a pas exactement dit ce qu'il ferait. Il a évoqué des chiffres. Bon, et là, on est sur quelque chose d'important. Il a parlé de la borne des 18 mois. Bon, mais les 18 mois ne concernent évidemment pas tous les chômeurs. Il n'y a pas tous les chômeurs qui ont 18 mois, et parmi ceux-là, il n'y en a qu'une petite partie qui vont jusqu'au bout des 18 mois, évidemment. Bon, donc, il y a tout un tas de chômeurs qui n'ont que 6 mois d'indemnisation, 8 mois, 10 mois, etc. Donc la question est de savoir... certains qui en ont plus quand on est dans les filières seniors. Voilà. Alors maintenant, pour répondre, donc il n'y a pas de réponse facile à votre question, parce qu'on ne sait pas sûr. Dans quel de l'ordre de 1 milliard, 2 milliards, 10 milliards Non. Alors, est-ce qu'il se contente de diminuer la borne supérieure, c'est-à-dire les 18, il les passe à 14 ou 12, ou est-ce qu'il diminue tout les durées, c'est-à-dire il passe de 6 à 4, de 8 à 6, de 10... Oui, dans les deux cas, on n'est pas dans le même ordre de grandeur. J'imagine. Bon, si on fait une diminution drastique de 25 ou 30%, on peut récupérer plusieurs milliards d'euros. Hein. Enfin, c'est à mettre au regard des 160 milliards de déficit de l'État. Hein. Bon. Mais bon, on n'est pas sur 10 milliards. Hein, on est sur probablement 2 ou 3 milliards. Mais ça dépendra encore une fois du curseur. Et puis, il y a l'image politique que ça renvoie quand même, Anne-Charlotte Bézina. Dans les critiques principales qui sont exprimées, c'est rigueur, chômeur. Quoi. Je suis binaire, mais volontairement. C'est-à-dire que la première mesure annoncée, c'est aller chercher de l'argent sur le dos des plus précaires. C'est quand même une décision compliquée politiquement. C'est une décision compliquée politiquement, d'autant qu'en plus, elle va avec un champ lexical de la rigueur qui a, c'est vrai, frappé parfois la précarité plus durement que d'autres. On n'a pas entendu de discours sur les grandes fortunes depuis assez longtemps, etc., fiscalement. Et on a ce trio avec les retraites, l'immigration et aujourd'hui le travail. Donc il y a un peu cette idée que dès lors qu'on touche aux régaliens, on va être sur des activités qui peuvent favoriser les inégalités et finalement, d'où évidemment les critiques de l'opposition qui vont nous dire la France de la solidarité est morte, en tout cas dans ce projet politique. Néanmoins, c'est vrai que ce qu'il faut entendre aussi dans ce fameux discours d'efficacité de Gabriel Attal, c'est une forme de réalisme. C'est-à-dire qu'il est sûrement moins que sa prédécesseur qui avait eu à utiliser le 49.3. Bon, il aura sûrement à le faire bientôt pour les budgets. Mais c'est vrai qu'il est quand même sous le feu des critiques et sous le feu de la réalité des chiffres, des budgets qui vont arriver. Donc il y a un moment où le discours politique est récupéré aussi par ce qui doit être voté. Donc, rattrapé par le réel, quoi. J'ai un peu le sentiment que sur le déficit et l'endettement, malheureusement, ce discours politique est très difficilement audible par les Français. On l'avait dit pour la réforme des retraites, notamment par rapport au quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de deux poids, deux mesures dans le poids de l'État, dans ce qu'il pouvait offrir aux Français. Et donc, j'ai l'impression que c'est difficile à entendre. Mais on aurait pu imaginer, moi, pour rien au monde, je voudrais être à leur place, mais qu'à côté de cette mesure, il y a aussi, vous parliez volontairement de super-profit, une mesure orientée vers les super-profits ou les super-dividendes. C'est d'ailleurs Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, qui l'a évoqué. Est-ce que vous y voyez, alors c'est une analyse politique que je vous demande, mais la fin du en même temps? Parce que là, il n'y a pas de en même temps dans les annonces qui sont faites. Non, il n'y a pas de en même temps. Hein. Il y a quelque chose de récurrent, c'est le mantra, c'est de rendre le travail plus rémunérateur que les revenus des gens qui ne travaillent pas. Ça, on peut tous être d'accord là-dessus. Tout à fait, mais dans les gens qui ne travaillent pas, il pourrait y avoir les dividendes. Donc il pourrait y avoir les rentiers. Donc la phrase pourrait s'élargir. Alors je pense que c'est pas ce que pensait Gabriel Attal, pour dire la vérité. Effectivement, il n'y a pas de en même temps, mais il y a une logique qui est poursuivie depuis 2017, c'est de réduire ce qu'on appelle les dépenses sociales, avec plusieurs temps. Hein. Les dépenses sociales, on n'a pas en tête qu'il y a en face des recettes sociales. Pourquoi ? Parce que en fait, avant, le cœur de l'État-providence, c'est les assurances sociales depuis 1945. Les assurances, c'est un mécanisme intéressant parce qu'il y a un contrat, une contribution et en échange des prestations. Et donc le consentement à la contribution est très fort. On a pris dans le giron de l'État l'assurance maladie, puis les retraites, puis aujourd'hui l'assurance chômage, et transformé en impôt
ce qui avant était une contribution. Et donc du coup maintenant ça rentre dans le grand paquet des dépenses. Ouais. Et on n'est pas dans la même acceptation, c'est intéressant. On n'est pas dans la même acceptation et surtout ce qu'on fait c'est qu'on prend dans des contributions, parce que ça reste quand même des contributions, voire des cotisations, pour mettre dans un grand pot commun où on ne sait pas où va l'argent globalement. Et donc du coup ça, je pense que c'est un problème de... alors du coup c'est même pas en même temps, je sais pas comment le dire, mais de confusion en fait, et on met tout dans la même marmite et on ne sait plus pourquoi on paye, ni où ça va. Et ça, je pense que c'est ça le problème de fond. Alors, on va revenir sur la partie retour au plein emploi. Est-ce que oui ou non, ça peut permettre d'être plus efficace dans cette ambition? Mais d'abord, il faut quand même aborder, Tam, la question des relations entre le gouvernement, l'État et les partenaires sociaux. Dans cette séquence, on voit les partenaires sociaux en train de se faire tordre le bras, d'une certaine façon. Oui, et ce n'est pas une surprise. On se rappelle les propos de Bruno Le Maire il y a 3 semaines dans Le Monde, lorsqu'il avait déclaré, je le cite, que l'État devait reprendre la main sur l'assurance chômage de manière définitive. On avait été averti, une prise de parole en droite ligne avec l'attitude du gouvernement. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de novembre 2023. Les partenaires sociaux se mettent d'accord sur de nouvelles règles d'indemnisation qui doivent entrer en vigueur en janvier 2024. Une nouvelle convention sur l'assurance chômage, mais patatras, on voit le gouvernement qui refuse de l'avaliser. Donc, quand Gabriel Attal a déclaré hier qu'il allait laisser les partenaires sociaux travailler, les 10 partenaires sociaux ont sans doute eu l'impression que le Premier ministre leur jouait de la flûte. Qu'en tout cas, ils négocient, c'est sûr, avec un cadre bien restreint. Il faut que la durée d'indemnisation baisse, mais pas en dessous de 12 mois. Et avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, si leur accord ne plaît pas, il ne sera pas validé par le gouvernement. Bref, le chemin est bien balisé pour les négociations du 8 avril et gare à celui qui en sortirait. Attention, chien méchant. Et je ne parle pas du nouveau chocho de Gabriel Attal. Quelle relation le gouvernement entretient avec les partenaires sociaux? C'est pas chocho, c'est pas chaleureux. Avec les syndicats, ça a été glacial l'année dernière au moment de la réforme des retraites. On se rappelle que le président de la République avait déclaré au plus fort des contestations que sa porte était ouverte aux syndicats, mais il avait refusé de les recevoir en urgence. Ambiance pas terrible. Plus globalement, depuis 2017, En Marche balade les partenaires sociaux. En marche balade. Bravo. Non, mais ça suffit, on les note toutes vos blagues. En tout cas, si on prend l'exemple de l'assurance chômage, depuis la loi de 2018 sur l'avenir professionnel, les partenaires sociaux doivent suivre une lettre de cadrage du gouvernement quand ils négocient. C'était auparavant leur précaré, celui du dialogue social. C'est aujourd'hui un trilogue où la voix du gouvernement porte beaucoup plus fort que celle des autres. Et alors, on va le rappeler, les priorités du gouvernement aujourd'hui avec l'assurance chômage. Voilà, on disait raccourcir la durée d'indemnisation, restreindre les conditions d'accès au chômage. On a entendu des ballons de décès ces dernières semaines. On a compris que l'objectif du gouvernement, c'était donc de faire des économies, ou plutôt de remplir les caisses de l'Unédic pour les ponctionner, comme vous l'avez bien expliqué. Ça ne serait pas une surprise ni une première, puisque l'État a déjà pris 2 milliards d'euros à la fin du mois de décembre dernier par arrêté, et que ça va se poursuivre. Il est loin, en tout cas, le temps où Emmanuel Macron voulait faire de l'assurance chômage un droit universel. Vous l'avez peut-être tous oublié, c'était la campagne de 2017. Le candidat voulait alors ouvrir le chômage à tous les salariés, même ceux qui démissionnent, et la protection chômage pour tous les actifs, y compris les indépendants. Voilà, ça c'était le monde d'avant. Voilà, et on pourrait faire un débat sur les promesses de campagne. Sur ce calendrier, peut-être un mot, Bertrand Martineau, et peut-être en faisant appel à votre expérience de conseiller social de Nicolas Sarkozy, c'est quand l'État donne un cadre pareil, il veut que les partenaires sociaux échouent. Pardon d'être un peu brutal dans ma question, mais c'est ce que ça signifie. C'est un peu ce que disait le constructeur de voitures Ford, c'est-à-dire que vous avez le droit d'acheter la voiture que vous voulez à condition que ce soit une Ford T et qu'elle soit de couleur noire. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, et donc, comme il a été rappelé, le paritarisme au sein de l'Unédic s'est progressivement dégradé ces dernières années, et depuis 2018, il n'est plus que de façade. Et le coup c'est pas tout à fait le coup de grâce, mais enfin, en 2018, il y a une réforme majeure qui va tout à fait dans le sens d'ailleurs de ce que disait Bruno Coquet, c'est de l'histoire longue, c'est qu'un tiers des recettes a basculé sur la CSG, c'est-à-dire un impôt. Donc, les organismes paritaires n'ont même plus la main sur la totalité des contributions. Ils ne peuvent même plus décider des contributions. C'est l'État qui décide une grande partie par la CSG, par le Parlement. Bon. Donc, ce paritarisme, il s'est effectivement dégradé. Et dans les lettres de cadrage, aussi bien celle du mois de novembre, auquel vous faisiez référence, et puis celle qui va venir, effectivement, ce sera, vous avez le choix de faire ce que vous voulez, mais il me faut X milliards d'économies à l'horizon de temps. Il ne faut pas que la durée soit en dessous de 12 mois. Pour le reste, vous faites ce que vous voulez. Bon.
Et donc, effectivement, la négociation est tellement contrainte que, de toute façon, on ne voit pas très bien ce que pourraient faire les partenaires sociaux. Mais c'est un peu la même chose, dans une moindre mesure, sur la formation professionnelle. Toutes les réformes du marché du travail qui ont été faites sur le droit du travail, en particulier le droit du licenciement, depuis de nombreuses années, c'est toujours l'État qui l'a imposé. Prenons le cas dont je me rappelle bien de la rupture conventionnelle, donc faite par le président Sarkozy. Il faut quand même se rappeler ce qui a été fait. C'est effectivement un accord entre partenaires sociaux, sauf que l'État les a convoqués pour leur dire « vous allez faire la rupture conventionnelle, s'il vous plaît, sinon, de toute façon, on passe par la loi ». Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait la rupture conventionnelle. Donc, s'il n'y avait pas eu l'État qui avait imposé ça, il ne se serait probablement rien passé. Les ordonnances pénicaux, comme son nom l'indique, sont passées par ordonnance, ce ne sont pas non plus passées par les partenaires sociaux. Donc, au niveau national, au niveau interprofessionnel, le dialogue social est effectivement très malade, il est totalement de plus en plus étatisé. Pour autant, au niveau des entreprises et des branches, on n'a jamais autant négocié. Oui. Et ça, on en parle un peu moins dans les médias. Oui, mais c'est beaucoup plus important pour les salariés, évidemment. Ouais. Votre avis là-dessus, Bruno Coquet, c'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on veut réformer sur toutes ces questions, je simplifie, sociales, il faut contraindre les partenaires sociaux. C'est ce que vous nous dites. On a plusieurs exemples depuis des années d'un État très, très directif. Ça dépend des sujets. Sur l'assurance chômage, je ne crois pas. D'ailleurs, ça a toujours été excédentaire, rappelons-le, prestation, cotisation. Et donc, du coup, c'est l'intervention de l'État qui posait problème. Bon. Après, la négociation de l'automne dernier, au bout du compte, elle a abouti. Je mets de côté le petit bout senior. Globalement, les partenaires sociaux ont endossé toutes les réformes voulu par le gouvernement depuis 2017. Ils ont dit oui à tout. Donc du coup, on y arrive. Et puis après, il y a différentes façons de contraindre cette gouvernance. On peut, sans être dans une note de cadrage, dire ce qu'on veut, enfin exprimer ses objectifs sur l'assurance chômage, échanger des idées, avoir un diagnostic. Depuis 20 ans, on a toujours négocié sans diagnostic. Il n'y a rien de tout ça. Et donc du coup, ça c'est quand même, je pense, un problème de fond. Et pour ne rien oublier, dans la gouvernance de l'assurance chômage, il faut savoir que depuis 2014, le gouvernement doit au Parlement un rapport annuel sur la gestion de l'assurance chômage, qui pourrait nous donner une indication sur la manière dont ça se passe. En fait, confirmé en 2018, ce rapport, on n'en a jamais vu un. D'accord ? Donc du coup, dans ce rapport, il y aurait pu y avoir des éléments factuels qui montraient d'abord que les réformes précédentes se justifiaient, que celle-ci qui est annoncée se justifie. Or, on n'a rien de tout ça. Donc du coup, moi je ne suis pas pour dire les partenaires sociaux gèrent mal. Ils ont plein de turpitudes dans leur gestion, mais en tout cas, l'État n'a pas de leçon à leur donner sur ce... Justement, on va l'évoquer. Vous me tendez la perche pour enrichir ce chapitre, et je propose à Audrey Vettas de nous rejoindre, puisqu'on va voir comment réagissent les partenaires sociaux. Évidemment, un gouvernement qui veut durcir, bonsoir Audrey, les droits au chômage, position qui passe mal du côté de l'UNEDIC. Ça a été exprimé ici même au Sénat, racontez-nous. Oui, les responsables sont très remontés contre le gouvernement. Ils l'ont fait savoir lors d'une audition devant les sénateurs. Vous avez reposé les bases tout à l'heure. L'UNEDIC, c'est une association qui réunit les patrons et les syndicats, et ça depuis 1958. Et vous l'avez dit aussi, depuis 2018, l'État encadre de plus en plus cette gestion et demande des économies considérées comme intenables et irresponsables par justement les responsables de l'UNEDIC. Mais c'est pas tout. Ils en ont marre aussi qu'on stigmatise les demandeurs d'emploi, ce qui me permet de vous donner quelques chiffres, Thomas. Il y a en France 6,3 millions de demandeurs d'emploi. Parmi eux, 2,6 millions sont rémunérés par l'assurance chômage et 3,7 millions sont couverts. Ça veut dire que l'assurance chômage vient compléter les revenus et qu'en fait, ces gens-là travaillent tous les mois et que l'assurance chômage vient compléter ou non les revenus qu'ils peuvent avoir. Donc quand on vient stigmatiser et dire que les chômeurs ne travaillent pas, ne recherchent pas d'emploi, etc., il faut vraiment avoir en tête ce chiffre, notamment lié au fait qu'il y a des contrats de plus court terme, mais les personnes peuvent être aujourd'hui couvertes par le régime, mais non indemnisées parce qu'elles touchent à l'instant T un salaire qui fait que selon les règles, elles n'ont pas de complément entre guillemets de leur allocation. Un dernier chiffre pour compléter, Thomas. Aujourd'hui, l'allocation moyenne nette d'un demandeur d'emploi, c'est 1 033 € par mois. Oui, et puis alors on l'a dit dans la première partie de notre débat, les caisses de l'UNEDIC, elles sont excédentaires, mais je veux bien que vous nous donniez un peu plus de détails.
Alors, en 2023, l'excédent, justement, c'était plus 1,6 milliard d'euros. Ça aurait pu être plus s'il n'y avait pas eu une décision de l'État en décembre pour tout chambouler. Ce qu'il faut savoir, c'est que les patrons qui embauchent des employés au SMIC, notamment, bénéficient d'une exonération de cotisation. Il faut s'accrocher un peu, mais ça permet d'embaucher. Pour combler ce manque de l'assurance chômage, l'État a l'habitude de sortir le carnet de chèques. Mais l'an dernier, il a réduit son aide à l'Unédic de 2 milliards d'euros. Écoutez la réaction du président. Nous avions compris que c'était une règle d'or. Ce n'est plus une règle d'or. Et finalement, c'est ça qui est peut-être... Alors, jusqu'où ça va aller, on n'en sait rien. Mais le principe est tout aussi anormal que le montant. Alors, c'est pas une dérogation, c'est un coup de canif. Il peut y avoir un deuxième coup de canif. Vous l'aurez compris, l'Unédic qui est dans le viseur de Bercy cherche à rendre les coups, à mettre un peu les points sur les i, à pas se laisser faire en effet. Ils ont aussi réagi aux propos chocs de Bruno Le Maire il y a quelques jours, le ministre qui estime que l'État doit reprendre la main sur l'assurance chômage. L'Unédic répond, et je vous donne la citation, « Si vous nous laissez faire, nous en sommes capables, mais si vous nous enlevez des moyens en nous mettant d'autres charges, ce sera moins vrai. » Évidemment, on revient à l'équation impossible. Merci beaucoup Audrey pour tous ces détails. Et donc la question, on a commencé à l'évoquer très rapidement, l'État serait-il plus efficace que les partenaires sociaux? Je veux bien vous entendre là-dessus. Efficace pour gérer. Bertrand Martineau. Pour gérer l'Unédic, puisque c'est ce que nous dit Bruno Le Maire. C'est à l'État de reprendre la main. Comme on disait tout à l'heure, la question n'est évidemment pas la gestion de l'Unédic et n'est évidemment pas les finances de l'Unédic. Mais pourquoi le Bruno Le Maire nous dit ça alors? Je ne sais pas, il faut lui demander. Mais il n'a pas dit non plus que les partenaires sociaux géraient mal l'Unédic. Je crois pas. Mais il dit c'est à l'État de le faire. Mais faut prendre en main définitivement. Alors déjà, effectivement, l'État le fait déjà de fait depuis au moins depuis 2018 dans les faits. Donc les partenaires. Donc si on le suit, puisque c'est déjà fait, autant l'acter. Enfin, il y a un moment, il faudra peut-être sortir de l'ambiguïté. Oui, c'est une hypocrisie. Je note quand même que dans la plupart des pays européens, les partenaires sociaux au niveau interprofessionnel jouent un rôle beaucoup moins fort, sont consultés. Mais l'assurance chômage, dans la plupart des pays, y compris dans des pays très respectueux du dialogue social comme l'Allemagne, les Pays-Bas, etc., ont des conseils où ils demandent un avis aux partenaires sociaux, mais ce n'est pas les partenaires sociaux qui décident des règles de l'assurance chômage et qui ne la gèrent pas non plus. Donc, ce que cherche l'État, nous, évidemment, c'est une étatisation, mais ce n'est pas non plus quelque chose de totalement aberrant. Dans les autres pays, ce n'est pas les partenaires sociaux au niveau interpro qui gèrent. Simplement, les partenaires sociaux, ils sont beaucoup plus dans les entreprises et dans les branches professionnelles. Là, ils sont beaucoup plus puissants. Et là, c'est un modèle intéressant. Voilà. Donc, c'est peut-être ça aussi que veut dire le gouvernement. Votre avis sur, justement, la posture politique? On est dans ce virage de fermeté dont vous parliez tout à l'heure avec Bruno Le Maire quand il déclare vouloir que l'État reprenne en main? Mais précisément, je pense que dans la reprise en main, on l'a dit, c'est pas une reprise en main de gouvernance, finalement. C'est une reprise en main... de la dépense publique en fait, c'est-à-dire qu'au fond c'est une question d'image de l'État qui se pose, c'est-à-dire que on a un budget voté suivant le dogme de la sincérité, qui est un principe constitutionnel, je le rappelle, le Conseil constitutionnel, le Haut Conseil des finances publiques en ont attesté au milieu du mois de décembre. Et finalement, on peut en douter, voilà. Ça n'a pas tenu 15 jours. Donc on a évidemment politiquement une décrédibilisation profonde dans l'opinion. C'est pas nouveau là non plus. C'est pas nouveau, mais j'ai l'impression que c'est quand même un virage qui s'accentue beaucoup, d'autant qu'en plus on demande des efforts aux Français. Donc la question du réalisme, la question de l'austérité, elle est entendue quand elle est partagée. Et donc aujourd'hui, quand on nous dit de la part de Bruno Le Maire, il faut reprendre la main, c'est aussi une posture de réassurance, c'est-à-dire se dire l'État va être présent, va certainement faire mieux, ou en tout cas essayer de reprendre de l'argent là où on en perd. Et c'est vraiment ça, à mon avis, la phraséologie, c'est ça qu'il faut entendre derrière. Et puis, il y a quand même une question qu'on doit se poser dans ce débat. Bruno Coq, il y a eu une première réforme de l'assurance chômage, impulsée par Emmanuel Macron. Est-ce qu'on en connaît les effets en matière d'économie, de retour à l'emploi? Qu'est-ce qu'on peut en dire avant d'en faire une nouvelle? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que c'était une réforme ou est-ce que c'était une diminution de droits? La nuance est assez importante. Donc, c'était une diminution de droits, pas une réforme. Bon. Toutes celles qui ont été faites, puisqu'il y a eu plusieurs séquences, elles ont fait, du coup, comme c'était des économies de droits, des économies. Donc là, la première séquence, on va dire celle qui a été appliquée entre 2018 et 2021, puisqu'il y a eu la crise sanitaire, c'est 2 milliards d'euros par an, 2,2 milliards d'euros par an, en année pleine, comme on dit, en rythme de croisière. Et puis après, il y a la réforme de la loi plein emploi de fin 2022.
la contracyclicité, comme on dit. C'est-à-dire en fait, c'est réduire les droits de 25%. Celle-ci, elle n'a pas encore produit ses effets parce que comme c'est au bout des droits, il faut attendre que les gens arrivent au bout. Donc elle produira normalement 4,5 milliards d'euros d'économies par an à partir de 2025. Aujourd'hui, on est à peu près à 0,7, si ma mémoire est bonne. Et donc du coup, elles ont produit des économies. Après, est-ce qu'elles ont amélioré le retour à l'emploi? Alors, en fait, non. Ouais. Pour le non, mais oui, non, mais n'anticipez pas parce que c'est le prochain. La question après. Oui, mais je vous ai aussi posé la question, mais c'est vraiment le prochain chapitre. On va entendre Catherine Vautrin, la ministre du Travail, là-dessus. Donc, ça permet de faire des économies. C'est ce que je. Ah bah ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Non, mais il y a pas de doute là-dessus. C'est comme si donc sur ce volet-là, remboursement de l'assurance même maladie. Si c'est pas. Ok, non, mais moi j'hésite pas à poser des questions assez basiques. Mais comme il y a deux objectifs annoncés par le gouvernement, réduire le déficit, plein emploi, sur ce premier objectif, on peut considérer qu'il y a une cohérence. Même si vous nous disiez en préambule, il faudrait une réforme beaucoup plus vaste. Ça, si vous supprimez l'assurance chômage, vous faites 40 milliards de d'économies. C'est un marche de degrés, pas de nature. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, j'entends cet argument. Vous vouliez intervenir peut-être, Anne-Charlène? Oui, peut-être dire aussi que c'est une baisse de la dépense publique, en fait. C'est même pas tant qu'on arrive à solutionner le problème du déficit. C'est juste qu'on se donne l'impression que l'État dépense moins. Et c'est ça qui est important dans la communication politique dont on parlait. Il y a une question que je me posais, c'est que... est-ce qu'il peut y avoir un coût en termes social pour l'État? Est-ce qu'on peut craindre des manifestations avec tout ça? Parce que, bon, je me rappelle plus très bien, mais depuis 2018, finalement, est-ce que les Français se sont mobilisés face aux réformes de l'assurance chômage? Plutôt non. Donc c'est plutôt... Martineau, pour commencer ensuite, les chômeurs manifestent peu et les syndicats les défendent peut-être un peu mollement aussi. C'est les retraites. Vous n'avez jamais eu de manifestation de masse, mais même plus de 1000 personnes dans la rue sur l'assurance chômage. Et les sondages, depuis de nombreuses années, sont tous cohérents sur l'assurance chômage. Quand on pose une question de principe général, est-ce que vous considérez que le système d'assurance chômage est trop généreux? Vous avez une petite majorité de Français, c'est vers les 55%, qui répondent oui. Et c'est inversé pour les chômeurs, c'est-à-dire les chômeurs, ils considèrent que c'est pas assez généreux, mais c'est pas dans une majorité, c'est pas 90% d'ailleurs au passage des chômeurs. Donc la réponse est, est-ce que c'est une réforme qui est impopulaire? La réponse est non. Je suis pas sûr qu'elle soit très populaire. Les gens vont pas non plus défiler pour une réforme de l'assurance chômage. C'est pas très risqué politiquement, mais c'est pas très risqué. Rien à voir avec les retraites ou rien à voir sans doute avec si on déremboursait massivement l'assurance maladie par exemple. Bruno Coquet. Alors, les études que l'UNEDIC commande à ELAB régulièrement disent toujours la même chose. C'est que changer les règles de l'assurance chômage, c'est populaire. Et parmi quelle population? C'est ça qu'il faut regarder. C'est les retraités, les fonctionnaires et les étudiants, c'est-à-dire les gens qui ne payent pas et qui n'en ont pas besoin. Ceux qui ne sont pas concernés. Et sinon, pour toutes les autres catégories de population, l'opinion est minoritaire. Oui, mais ils ne vont pas forcément aller manifester. Non, c'est ça. Ça, ils n'iront pas manifester. Et donc, du coup, ça devient populiste. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est dans la fausse évidence. C'est-à-dire, on dit toujours que c'est l'assurance chômage la plus généreuse du monde, ce qui n'est pas vrai. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est la plus chère. Et de très très loin. On est à peu près 2 fois plus cher qu'en Allemagne. Si vous avez une carrière complète, vous cotisez pour 35 mois de salaire, c'est-à-dire 50 mois d'allocation au total. Si vous avez la chance de jamais être au chômage. Et donc, du coup, c'est presque 1 mois de salaire net par an. Donc, du coup, vous avez une assurance qui est très chère, mais les gens n'en ont pas conscience. Pourquoi? Parce qu'elle passe par des canaux bizarres, un bout de CSG, une cotisation patronale dont personne n'a imaginé que c'était des salaires juridiquement ou même dans la comptabilité nationale ou privée. Et donc, du coup, on ne voit pas ce coût, mais en revanche, tout le monde connaît un chômeur qui fraude. Mais aucune assurance de la Terre ne fixe son tarif ni les règles de son contrat sur le chômeur marginal qui fraude. Vous voyez, le point, c'est que c'est pas parce qu'il y a 2 personnes qui font le mur à la piscine que d'un seul coup, vous doublez les tarifs. Ça ne change rien. Donc là, on est dans cette logique-là et tout le monde croit que c'est vraiment ce qu'il faut faire absolument pour diminuer le chômage et atteindre le plein emploi. Alors justement, le plein emploi, parlons-en. Le taux de chômage en France aujourd'hui, c'est 7,5% de la population active selon les chiffres de l'INSEE. Et le postulat du gouvernement, c'est il faut réformer les règles de l'assurance chômage pour aller vers le plein emploi. On écoute la ministre du Travail. Le pays crève du chômage de masse. Notre difficulté, c'est précisément d'accompagner celles et ceux qui sont au chômage vers l'emploi. Et c'est vraiment la nécessité qui a été annoncée hier par le Premier ministre, qui est de dire, parce qu'on a d'ailleurs une étude de la DARES qui sera rendue en juin et qui donne les premiers éléments, plus vous restez longtemps au chômage, moins vous avez de chances de retrouver un boulot. Donc le sujet, c'est vraiment chômage, formation, retour vers l'emploi dans les délais les plus courts possibles.
Bertrand Martineau, est-ce que cette équation est juste durcir les règles de l'assurance chômage pour créer des emplois ? Alors, mais ça dépend d'où on parle, d'où on part en fait. Bon, déjà, premier point, tous les pays, il n'y a pas d'exception, je crois. Tous les pays qui sont revenus au plein emploi, c'est pas 5%, hein, c'est 3%. Enfin, il y a des pays qui sont à 3%. Voilà. Tous les pays qui sont revenus au plein emploi, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont réformé leur assurance chômage. C'est les réformes Hartz en Allemagne, qui étaient extrêmement dures socialement. Ça a été des réformes aussi aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, etc. Donc on ne peut pas dire que l'assurance chômage n'a pas de lien avec le chômage et avec le fonctionnement général du marché du travail. Une fois qu'on a dit ça, il y a un optimum à trouver, c'est-à-dire que effectivement, si la durée du chômage est trop longue, vous avez une incitation effectivement à procrastiner et à moins rechercher du travail, et votre chance de retrouver du travail diminue au cours du temps. C'est un peu ce que dit Madame Vautrin. Inversement... Il y a eu des exemples récents d'allongement des durées d'indemnisation? Oui, alors il y a eu un exemple en 2000, et c'est d'ailleurs la seule étude française que je connaisse sur ce sujet. Il y a eu une réforme en 2000 qui a allongé certaines filières d'indemnisation. À l'époque, il y avait des filières, et on a constaté que le passage de 7 mois d'indemnisation à 15 mois, en mettant deux cohortes de chômeurs qui avaient les mêmes caractéristiques, un qui avait 15 mois d'indemnisation et l'autre qui avait droit à 7 mois, ceux qui avaient 15 mois d'indemnisation ont vu leur durée du chômage effective augmenter de 2 mois et demi par rapport à ceux qui étaient à 7 mois. Bon, mais c'est tout à fait normal. Bon, si vous avez plus de temps d'indemnisation, vous mettez plus de temps à du travail. C'est tout à fait logique. Maintenant, si vous allez trop loin et que vous diminuez trop la durée d'indemnisation, vous vous retrouvez dans une situation où, par exemple, un ingénieur va se retrouver serveur chez McDonald's. Bon, pour lui, c'est certainement pas une bonne chose en termes de rémunération, etc. Mais pour l'économie, c'est très mauvais aussi. C'est perdant-perdant, puisqu'on a besoin que les gens soient au bon endroit. Et puis, il va redevenir chômeur dans quelques mois, etc. Bon, donc il y a un optimum à trouver. À partir de là, la théorie économique est muette, c'est-à-dire pour calculer l'optimum, moi je suis incapable de vous dire si c'est 13 mois et demi, si c'est 18,25, etc. Ce que je dis simplement, et ça c'est assez objectif, c'est qu'en termes de durée d'indemnisation, la France est effectivement parmi tous les pays vraiment les plus favorables aujourd'hui en Europe. C'est-à-dire aujourd'hui, après toutes les réformes qui ont été faites. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a de la marge, Bruno Coquet. Non. Sur la durée d'indemnisation. Non, vous n'êtes pas d'accord? En termes de durée, le point, c'est la bonne taille pour les jambes, c'est quand les deux pieds touchent par terre. Donc, du coup, si les gens acceptent de payer autant pour leur assurance chômage, c'est parce qu'ils estiment que le coût du chômage est élevé en France. Ce que dit la ministre, on peut inverser cette proposition. C'est plus vous restez de temps au chômage, moins vous avez le temps de retrouver un emploi, certes, mais on peut dire moins vous avez de chances de retrouver un emploi, plus longtemps vous resterez au chômage. Et donc du coup, dans le constat qu'ont fait les gens depuis plusieurs dizaines d'années, le chômage de masse en France, c'est que le chômage est fortement stigmatisant. Comme vient de le dire Bertrand Martineau, au chômage, assez souvent, et en particulier quand on vous oblige à prendre un emploi trop vite, vous perdez votre capital humain. Donc il y a une contradiction dans la logique qui est défendue en ce moment, c'est de dire il faut augmenter le capital humain, il faut augmenter la formation, mais chaque fois qu'on passe par le chômage, en fait, on est contraint d'en sortir vite et donc d'accepter un emploi moins bien rémunéré, surtout. Mais il y a quand même, alors ça c'est en train de s'inverser, je ne sais pas pour combien de temps, mais il y a eu une baisse assez régulière du chômage en France. Est-ce que c'est lié à la première réforme de l'assurance chômage et au durcissement des règles? Non. Ça, on est sûr de ça. Pourquoi? Parce que l'essentiel de la baisse du chômage a eu lieu avant l'application des règles. Et donc, du coup, et on voit bien que le nombre d'indemnisés, il n'a pas beaucoup baissé. Il a baissé de 100, 150 000. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'indemnisés qui travaillent. Donc, c'est pas parce qu'on a un système trop protecteur qu'on est depuis des décennies collé dans un chômage de masse dans ce pays. Et l'autre point, c'est qu'il faut avoir conscience que depuis à peu près toujours, il y a à peu près 60% des chômeurs qui ne sont pas indemnisés. Quand vous changez les règles de l'assurance chômage, enfin quand vous les durcissez, eux, ils s'en moquent un petit peu. Voire même, la théorie économique nous dit qu'ils retournent un peu moins facilement en emploi puisqu'il y a moins de droits associés à l'emploi. Et donc du coup, là, encore une fois, ce qui se passe, c'est tous ces gens-là qui ne sont pas indemnisés aujourd'hui ne sont pas concernés par le changement des règles. Et parmi ceux qui sont concernés, en fait, on voit qu'il y a des effets collatéraux. Anne-Charlène ? Oui.
En fait, j'ai le sentiment que le marché du travail, c'est une donnée qui politiquement est présentée de manière très binaire. C'est-à-dire, en fait, on est à l'emploi ou on n'y est pas, et le chômage est le milieu entre les deux. Néanmoins, il y a des données beaucoup plus complexes. En réalité, il y a beaucoup d'autres leviers qui politiquement auraient pu être utilisés. La question des cotisations patronales, etc. Tout ça, on en parle assez peu. Parce qu'en réalité, politiquement, c'est assez simple de parler à sa base autour de la fraude. On en a parlé, c'est-à-dire fraude sociale, fraude fiscale, sont des choses qui, dans l'opinion, mobilisent beaucoup. Et cette question des cotisations chômage, en fait, parler du financement par l'État, ou en tout cas au moins du financement public, ça donne le sentiment aux Français qu'on va fédérer, on va faire quelque chose d'efficace. Et donc, en fait, je crois vraiment que le vrai problème qu'on a, c'est d'identifier le marché du travail uniquement par rapport à cette donnée financière et uniquement par rapport à ce que l'État offre. Et de ce fait, c'est facile de fédérer autour de ça des contradictions et des rejets. Alors, je voudrais, il nous reste quelques minutes, qu'on ouvre un petit chapitre, peut-être rentrer dans le détail des pistes de réforme sur, alors cette fois-ci, les conditions d'ouverture des droits. En clair, combien de mois faut-il avoir travaillé pour ouvrir ses droits au chômage? Écoutez sur ce thème le vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée, Marc Ferracci. Je suis plus favorable à ce qu'on s'intéresse aux conditions d'ouverture de droit, c'est-à-dire combien de mois on a besoin de travailler pour s'ouvrir un droit à l'assurance chômage. Aujourd'hui, en France, on a besoin de travailler 6 mois sur les 24 derniers. En Allemagne, pour vous donner un ordre de comparaison, c'est 12 mois sur les 24 derniers. Et en plus, en Allemagne, quand on travaille un jour, on a droit à un demi-jour d'indemnisation. C'est au fond dire à des gens, aujourd'hui, vous travaillez 6 mois pour avoir un droit, demain, ce sera peut-être 8, 9. On s'adresse à des gens qui sont par nature employables. Puisqu'ils sont en emploi. Et donc, il y a une mesure de justice ici, il y a aussi une mesure d'efficacité, parce que toucher à l'éligibilité, c'est avoir des effets plus rapides sur le retour à l'emploi. Or, j'insiste encore sur ce point. Le sujet, c'est de créer les conditions d'un retour à l'emploi, d'une résolution des problèmes de recrutement des entreprises, et pas directement de faire des économies. Votre avis là-dessus, peut-être Bertrand Martineau, pour commencer, est-ce qu'en rallongeant les conditions d'éligibilité à 9 ou 12 mois, là on vient d'entendre comme 12 mois comme en Allemagne, on permettrait un retour plus rapide à l'emploi après vous? C'est très contestable, parce qu'on ne peut pas avoir à la fois un marché du travail souple et flexible, ce qu'il est maintenant devenu en France, avec les réformes du licenciement qui font qu'on a un des droits les plus souples, de fait, en Europe. On ne peut pas avoir à la fois un marché du travail très flexible, avec des entrées et des sorties faciles, des ruptures de contrat de travail faciles, une rupture conventionnelle qui permet de toucher l'assurance chômage et de changer de métier dans des conditions relativement sécurisées parce qu'on passe par l'assurance chômage. On ne peut pas avoir à la fois un marché du travail très flexible et des conditions d'entrée dans l'assurance chômage qui soient très rigoureuses. Oui. Donc, à tout prendre, s'il faut faire des économies et s'il faut... il vaut mieux, probablement, ça se discute, mais il vaut mieux probablement jouer sur les durées extrêmes d'indemnisation. Parce qu'effectivement, autant il est normal, quand dans une économie, il y a plein de CDD, d'intérim, et de rupture de période d'essai aussi. Il y a beaucoup de rupture de période d'essai. Bon, on ne peut pas à la fois vouloir un marché du travail souple et une assurance chômage trop rigoureuse à l'entrée. En revanche, on peut se poser effectivement la question d'une assurance chômage qui peut durer jusqu'à 18 mois, effectivement. Ça, effectivement. Bruno Coquet, est-ce que ça permettrait, je reprends l'idée de Marc Ferracci, de répondre aussi aux difficultés de recrutement qui existent dans de nombreux secteurs de notre économie? Alors non. Alors, la première chose, c'est... Très bien. Non. D'abord, en supprimant un petit peu ou beaucoup d'assurance chômage, on ne crée pas d'emploi. Donc ça, il n'y a aucun lien entre ces deux choses. Ensuite, les conditions d'éligibilité, il n'y a aucun élément factuel, Marc Ferracci, pour dire qu'il y a un problème de ce côté-là. En revanche, par rapport à l'objectif financier, budgétaire de cette réforme, c'est le seul moyen qu'il a de gagner de l'argent à court terme. Donc l'objectif, il est financier, il n'est pas retour. Il n'y a que comme ça qu'on peut comprendre la séquence des réformes qui a été faite ces dernières années, y compris celle-là. Et donc, pourquoi? Parce qu'en réduisant la durée des droits, vous allez toucher ce qui se passe dans 1, 2 ans peut-être. Rien avant 2025. Mais l'éligibilité... Là, c'est rapide. Ça peut être un petit bout en 2024 et un gros bout en 2025. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent l'accent sur ce sujet. Est-ce que ça résout, pour répondre bien à votre question, les difficultés de recrutement? Encore une fois, les 60% de chômeurs non indemnisés n'acceptent pas les emplois disponibles. C'est ça la vraie question. Après, on voit les autres éventuellement et on dit les règles d'indemnisation du chômage. Mais puisque c'est la majorité des chômeurs, ce ne sont pas les règles d'indemnisation du chômage. Et comme l'a dit tout à l'heure votre chroniqueuse, le point c'est qu'il y a des gens qui sont à l'assurance chômage et qui travaillent déjà. Certains sont indemnisés parce qu'ils ne travaillent pas suffisamment et d'autres sont pas indemnisés parce qu'ils travaillent trop. Et donc du coup, ça, on voit bien que ça
ne retient pas la reprise d'emploi. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. À bientôt sur Public Sénat. C'était passionnant.